À des milliers de kilomètres au-dessus de la Terre, tout peut basculer en quelques secondes. Une capsule en feu, des astronautes écrasés par 4 fois leur poids et un silence radio total avec Houston. Et si je te disais que ce moment est le plus dangereux de toute la mission Artemis 2? Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce retour sur Terre est encore plus spectaculaire que tu ne l'imagines. Comment Orion survit, elle, à une rentrée à 40 000 km par heure? Pourquoi l'équipage disparaît-il totalement des radars pendant plusieurs minutes? Et surtout, que se passe-t-il réellement à l'intérieur de la capsule à cet instant critique? Dans cette vidéo, tu vas vivre seconde par seconde le retour le plus intense de la mission Artemis 2, mais aussi découvrir les détails invisibles que même les images officielles ne montrent pas. Et crois-moi, la fin va te donner des frissons. Tout commence par un choc. Pas une explosion spectaculaire, mais un bruit sourd, sec, presque inquiétant. Le genre de bruit qui te fait comprendre que quelque chose d'irréversible vient de se produire. Dans le silence absolu de l'espace, la capsule Orion dérive à des milliers de kilomètres de la Terre. À l'intérieur, l'équipage est sanglé. Les visières sont baissées. Chaque respiration est contrôlée. Ils savent que ce moment arrive. Puis, soudain, clac! Les boulons pyrotechniques explosent. Une vibration traverse toute la structure. Pas assez forte pour blesser, mais suffisamment pour rappeler une vérité brutale. Il n'y a plus de retour en arrière. À l'extérieur, lentement, presque silencieusement, le module de service européen commence à s'éloigner. Cette structure complexe, remplie de panneaux solaires, de réservoirs et de systèmes vitaux, s'éloigne comme une épave abandonnée dans l'océan spatial. C'est lui qui, pendant tout le voyage, a fourni l'électricité, produit l'air respirable, contrôlé la trajectoire, maintenu l'équipage en vie. Et maintenant, Orion le laisse derrière elle. Pendant quelques secondes, les deux engins dérivent côte à côte. Puis, la distance augmente. Encore et encore, jusqu'à ce que le module ne soit plus qu'une silhouette métallique, se découpant sur le bleu profond de la Terre. À l'intérieur de la capsule, il n'y a pas de panique. Mais il y a quelque chose de plus subtil. Une tension. Parce que désormais, ils sont seuls. Complètement seuls. Alors, Orion commence une manœuvre critique. Elle pivote lentement sur elle-même. Pas pour observer la Terre, pas pour ajuster sa trajectoire, mais pour une seule raison, présenter son bouclier thermique vers l'avant. Ce bouclier, c'est la seule chose qui les sépare de la destruction. Une coque conçue pour brûler, se désintégrer progressivement, absorber une chaleur capable de faire fondre le métal. À cet instant précis, la mission change complètement de nature. Ce n'est plus une mission d'exploration, ce n'est plus un vol spatial. C'est une chute contrôlée vers la Terre à vitesse extrême. Et le plus impressionnant? Tout ce qui va suivre dépend entièrement de cette séparation. Parce qu'à partir de maintenant, il n'y a plus aucun système de secours. Seulement une capsule. Un bouclier thermique. Et quelques humains face à l'atmosphère terrestre. Et quelques minutes plus tard, ils vont percuter quelque chose d'invisible mais plus violent que n'importe quelle explosion. 120 km d'altitude. À cet instant précis, Orion n'est plus vraiment dans l'espace, mais pas encore sur Terre. Elle entre dans une zone où la moindre erreur est fatale. Tout commence presque doucement. Un léger frisson dans la structure. Une vibration à peine perceptible. Mais en quelques secondes, tout s'intensifie. La capsule file à 40 000 km par heure. À cette vitesse, ce n'est pas l'air qui frappe Orion. C'est Orion qui écrase l'air devant elle. Et ce phénomène change tout. L'air n'a pas le temps de s'écarter. Il est comprimé violemment, jusqu'à atteindre des températures extrêmes. Puis soudain, l'air s'enflamme. À l'extérieur, Orion disparaît dans une enveloppe de plasma incandescent. Une traînée de feu gigantesque, plus brillante que le Soleil,
visible à des centaines de kilomètres. La capsule devient littéralement un météore contrôlé. À l'intérieur, c'est un autre monde. Le silence de l'espace est remplacé par un rugissement infernal. Un bruit sourd, continu, comme si toute la capsule était plongée dans un four en fusion. Les parois vibrent, chaque boulon tremble. La température du bouclier thermique atteint 2800 degrés Celsius. Mais ce n'est pas un hasard. Il est conçu pour se consumer lentement. Millimètre par millimètre, le matériau se désintègre, emportant la chaleur avec lui. Une destruction parfaitement maîtrisée. Pendant ce temps, l'équipage subit une force écrasante. La décélération est brutale. Leur corps pèse 4 fois leur poids normal. Respirer devient difficile. Parler devient presque impossible. Chaque seconde semble durer une éternité. Et puis, le moment le plus critique arrive. Les flammes autour de la capsule deviennent si intenses qu'elles créent une barrière de plasma. Toutes les communications sont coupées. Plus de radio, plus de signal. À Houston, le silence. Les ingénieurs regardent leurs écrans. Aucune donnée, aucune voix. Juste une trajectoire et de l'incertitude. Pendant plusieurs minutes, personne ne sait si l'équipage est encore en vie. À l'intérieur de la capsule, les astronautes sont seuls. Complètement seuls. Pas de contact avec la Terre. Pas de confirmation. Pas de secours possible. Chaque seconde devient une question. Est-ce que le bouclier va tenir? Est-ce que la trajectoire est correcte? Est-ce que la capsule va survivre? Puis, progressivement, le rugissement diminue. Les vibrations s'atténuent. La lumière redevient normale. Orion vient de traverser l'enfer. Mais le danger n'est pas terminé. Parce que maintenant, il faut réussir à ralentir. Et cette fois, tout se joue dans le ciel. Pendant plusieurs minutes, la capsule est totalement coupée du monde. Pas de voix, pas de signal, pas de confirmation. À Houston, personne ne parle. Les écrans affichent une trajectoire, mais aucune donnée en provenance de l'équipage. Le plasma autour de la capsule agit comme un bouclier invisible. Il bloque absolument tout. Chaque seconde qui passe est une attente insupportable. Parce que tout le monde le sait, si quelque chose a mal tourné, il est déjà trop tard. Puis soudain, un signal. Faible, mais réel. À l'intérieur d'Orion, le calme revient progressivement. Les vibrations disparaissent. La lumière redevient stable. Et surtout, ils sont toujours en vie. Dans le ciel, une silhouette réapparaît. Noire, carbonisée, marquée par l'enfer qu'elle vient de traverser. Mais intacte. Orion vient de survivre à la phase la plus dangereuse. Mais il reste une dernière étape. Ralentir. Massivement. À environ 7000 mètres d'altitude, un nouveau choc retentit. Boum. Les mortiers explosent. 2 petits parachutes stabilisateurs jaillissent violemment de la capsule. Ils fouettent l'air, tirant Orion pour la redresser parfaitement. Pendant une fraction de seconde, tout semble suspendu. Puis, le moment clé. Les 3 parachutes principaux se déploient, mais pas d'un coup. D'abord, ils sortent brutalement. Puis ils s'ouvrent partiellement. Puis complètement. Une chorégraphie parfaitement calculée. Leurs immenses voiles rouges et blanches se gonflent dans le ciel. Et là, la physique change complètement. La vitesse chute brutalement. De 500 km par heure à seulement 30 km par heure. La chute devient une descente. La descente devient presque paisible. Après l'enfer, le calme. La capsule oscille doucement, suspendue sous ses parachutes, comme une plume géante dans le ciel. En dessous, le Pacifique. Immense, calme, brillant. Les reflets du soleil dansent à la surface de l'eau. Au loin déjà, des navires de récupération, des hélicoptères, des équipes prêtes à intervenir. Tout le monde attend ce moment. Puis, contact. Un fracas.
Un immense panache d'eau blanche explose autour de la capsule. L'impact est brutal, mais contrôlé. À l'intérieur, un choc sec. Puis, immédiatement, le mouvement. La capsule se met à flotter, portée par les vagues. Les ballons de flottaison orange se gonflent automatiquement, stabilisant Orion à la surface. Le danger est terminé. Les plongeurs s'approchent. Ils sécurisent la capsule. Puis, les écoutilles s'ouvrent. L'air marin s'engouffre dans la cabine. Frais, vivant, réel. Il remplace instantanément l'odeur métallique de l'espace. Les astronautes sortent, éblouis. Après 10 jours dans le vide, ils retrouvent le monde. Plus de 50 ans après Apollo, l'humanité vient de réussir quelque chose d'immense. Elle est prête à retourner sur la Lune. Et ce moment, ce simple amérissage, n'est pas une fin. C'est le début de la prochaine grande aventure humaine. Le calme est revenu. Le bruit des vagues remplace le rugissement de l'atmosphère. La capsule Orion flotte doucement, comme si rien de tout ça n'avait vraiment eu lieu. Et pourtant, à l'intérieur, tout est différent. Ils ouvrent la trappe. Une lumière blanche, presque irréelle, envahit la cabine. Le soleil. Le vrai. L'air marin s'engouffre. Frais, humide, vivant. Après des jours passés dans une odeur métallique, recyclée, c'est comme respirer pour la première fois. Les astronautes sortent un à un. Leurs jambes sont lourdes. Leurs gestes sont lents. Mais leurs regards disent tout. Ils regardent l'océan. Ils regardent le ciel. Ils regardent la terre. Ce monde qu'ils ont quitté n'est plus tout à fait le même. Parce que pendant quelques jours, ils étaient ailleurs. Ils ont vu la Terre comme une sphère fragile, silencieuse, isolée, magnifique. Et en revenant, ils ramènent quelque chose que personne d'autre ne peut vraiment comprendre. Plus de 50 ans après Apollo, ce moment marque bien plus qu'un simple retour. C'est une transition. L'humanité n'est plus en train de tester ses limites. Elle est en train de les repousser. Ce vol n'était pas une fin. Ce n'était même pas un exploit isolé. C'était une répétition. La prochaine fois, ils ne s'arrêteront pas là. Ils iront plus loin, plus longtemps, plus profondément dans l'espace, vers la Lune, et après ça, vers Mars. Et toi, imagine un instant, regarder un lancement et savoir que des humains vont marcher à nouveau sur la Lune. Regarder le ciel et comprendre que ce n'est plus une frontière, mais une destination. Cette mission, tu viens de la vivre. Ce qu'on vient de voir n'est que le début.